Bonjour à tous et soyez bienvenus sur la chaîne YouTube La Cyber. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir un PC portable pour pas cher, 200 €. Ça peut, donc, aujourd'hui, on va essayer d'avoir un PC portable pour moins de 200 €. Et ça va être ça, et c'est un peu compliqué. Déjà, un PC portable, c'est cher. Ça a toujours été cher. Mais avec la crise de la RAM, les prix ont augmenté et même certaines personnes qui voulaient changer de PC n'ont pas pu à cause du prix. Et voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais montrer comment avoir un PC portable pour 200 € ou moins. Donc, alors, première étape, trouver un PC. Donc, pour trouver un PC, vous pouvez aller soit sur Le Bon Coin, eBay en France et Deuxième Main en Belgique. Vous allez filtrer. Vous allez filtrer un PC entre 0 et 50 €. Ne prenez pas de MacBook. C'est pas parce que j'aime pas les MacBooks, mais c'est parce que les MacBooks sont compliqués à démonter. Et après, je vais devoir vous dire oui, ce MacBook-là est facile à démonter, etc. Donc, non. Et prenez un PC un PC Windows. Donc, un PC avec, en l'occurrence, soit Windows 7 ou Windows 8. Il faut que le PC coûte entre 0 et 50 €. Il faut qu'il ait une seule panne, une panne de disque. Il faut que le disque de ce PC soit HS. Comme ça, on pourra le changer par un autre disque, en l'occurrence un SSD. Parce que c'est déjà plus rapide. Et on va voir si... il faut juste que le PC ait une panne de disque. Si c'est une autre panne, une panne avec la carte mère ou un truc dans le genre, ne prenez pas. Ça doit être une panne de disque. Une fois que vous avez trouvé un PC avec une panne de disque entre 0 et 50 €, vous l'achetez. Et une fois que vous l'avez reçu, et pourquoi avoir un PC pour moins de 200 €? Déjà parce qu'un PC, ça coûte déjà très cher. Mais avec la crise de la RAM, ça coûte encore plus cher. Ce PC peut convenir à quelle utilisation? À une utilisation peut-être d'étudiant, un étudiant qui prend des notes tous les jours. Ça peut être vraiment pas mal pour un étudiant qui prend des notes tous les jours. Ça peut être aussi un bon PC pour un enfant qui vous demande papa, je veux un PC. Bah, si vous voulez pas l'offrir un PC, un Chromebook, ni un PC obsolète de Windows, enfin un PC Windows à moins de 300 € qui sont déjà obsolètes dès leur sortie avec 4 Go de RAM, un Intel Celeron, bah vous pouvez lui offrir un PC comme ça. Aussi, peut-être que vous êtes vieux et que vous n'avez pas de PC et vous voulez pas vous offrir un PC, vous voulez pas vous offrir un PC super cher, vous pouvez faire cette solution aussi. Vous pouvez aussi faire cette solution pour le plaisir. Et après le revendre plus cher aussi, ça peut être un business. Vous pouvez même créer pour le business. Et aussi on va encore filtrer dans l'annonce dans l'annonce. Vous avez un PC qui est équipé minimum d'un Intel Core i3 4000. Donc un Intel Core i3 de 4ème génération, donc les Intel Core 4000. Donc les Intel Core i, machin, 4000, machin. Ça doit être aussi un PC équipé de 4 Go de RAM minimum avec 2 slots. Comme ça, on pourra rajouter de la mémoire. Par exemple, on avait 4 Go de RAM, on va passer à 8 Go. Il faut que ce soit un PC avec de la DDR2 minimum et 2 slots. Il faut que ce soit un PC aussi qui a un slot SSD, un slot de disque SATA en 2,5 pouces. Très important aussi. Et qu'il y a tous les accessoires, donc chargeur, très important, vraiment très important le chargeur. Une fois que vous avez fait, je vous déconseille vraiment les processeurs AMD avant la génération Ryzen, parce que je vous déconseille tout ce qui est AMD E2, A2, Pro A6, machin, etc. Il y avait certains processeurs AMD de cette époque-là qui étaient bons, mais ça va faire trop de chipotage et tout. Et voilà. Donc, si vous avez un PC équipé d'une carte graphique dédiée, ça peut être encore mieux. En l'occurrence, ici, on n'a pas. Vous pouvez dénicher de belles pépites, pas très chères, et la refaire pour toujours un budget très bon. Donc, une fois que vous avez reçu votre PC et que vous l'avez acheté, bah, vous allez déjà devoir voir s'il s'allume. Donc, vous allez l'ouvrir. Une fois que c'est fait, vous allez le brancher pour voir si il démarre. Normalement, il est censé démarrer. Donc vous allez prendre le chargeur et vous allez brancher le PC. Si j'y arrive.
Donc vous allez le brancher. Il démarre, bonne chose. HP. On va voir s'il démarre sur Windows. Ok, oula. HP, oui. Oula. 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 Ok, Intel Boot Agent. Ok. Je crois comprendre que en fait le disque est complètement pété. Enfin, soit qu'il est pété, soit il y a Windows qui ne veut pas se lancer. Et le PC essaie de booter et il n'arrive pas à boot. Donc, je sais. Donc, faut l'éteindre. Ouais, donc là, en fait, là, le disque il veut pas booter. Et je sais pas si vous entendez, mais on entend clairement le bruit du disque dur. On entend clairement qu'il y a un disque dur dedans, au bruit. Donc, premier signe, donc première chose de bien, c'est que le PC démarre. Donc, on va le refermer. On va le débrancher. On va le retourner. Et ce PC, déjà, a plusieurs problèmes. Déjà, premier problème, il surchauffe. Donc, on va nettoyer la pâte thermique. Deuxième problème, il fait du bruit. Donc, on va nettoyer le ventilateur. Troisième problème, le disque. Déjà, il marche pas et il veut pas booter. Autre problème, il y a que 4 Go de RAM et Windows 11 demande... Et il faut quand même pas mal de RAM pour Windows 11. Et sixième problème, la batterie qui ne veut plus charger et qui ne tient plus. Donc, on va faire que tout ça fonctionne à la fin de cette vidéo. Et premièrement, on va devoir chercher comment ce PC se démonte. Donc, pour voir comment un PC démonte, vous allez prendre la référence de votre ordi. En l'occurrence, ici, on peut voir que c'est un HP EliteBook 840G2. Ça ne doit pas être le nom complet du PC. Par exemple, si vous avez un Asus TUF Gaming A15 FA506NC HN058W. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout le nom. Vous pouvez, par exemple, mettre vous devez mettre Asus TUF Gaming A15 FA506NC. Mais vous ne devez pas mettre la chose avec le tiret et tout. C'est pour un modèle encore plus spécifique. C'est pour avoir plus de spécifications. Mais la FA506NC, c'est la série. Puis après, HN058, un modèle spécifique. Donc ici, on va aller sur Google. On va aller, hop. On va taper HP EliteBook 840 G2. On va dans vidéo. Et il y a plusieurs vidéos déjà. HP EliteBook 840 G2 entretien et upgrade. HP EliteBook 840 G2 entretien et upgrade. Review, full restauration clean, remplacement vidéo. Bref, vous avez pas mal de vidéos comme de ce genre. Ça doit être une vidéo où vous pouvez aussi aller sur YouTube. Donc vous allez taper HP EliteBook 840 G2. Vous allez avoir plusieurs vidéos de démontage. Là, par exemple, on a déjà fin et léger, machin. Et vous allez tomber sur déjà le démontage. Le démontage. Vous avez plusieurs choses très bien. Donc vous allez regarder la vidéo. Donc vous allez regarder la vidéo. On voit qu'on démonte comme ça. On voit la batterie. Vous allez regarder la vidéo et Google et YouTube sont vos amis pour faire des recherches. Donc on a enlevé la batterie. On va enlever le châssis. Donc pour enlever le châssis, il faut enlever toutes les vis. J'ai compris. Pour le disque, il faut en retirer les vis du châssis. Et là, il faut retirer le châssis. D'accord. Donc une fois que vous avez compris, vous allez faire ce qu'il a fait. Donc là, on enlève la plaque. On va enlever directement la batterie. C'est très mauvais. Hop, et la batterie, vous ne la jetez pas, vous la recyclez, vous ne la faites pas brûler, vous la recyclez dans un point de recyclage. Donc on va enlever le disque. Je vous retrouve
personnellement, moi, quand je démonte un ordinateur, j'aime quand il y a des vis à enlever, comme ici. Moi, j'aime bien mettre les vis dans un gobelet, comme pour pas les perdre. Donc, moi, je mets toujours un petit gobelet ici et je mets les vis. Comme ça, pas besoin de les perdre. Donc, une fois que toutes les vis ont été enlevées, vous allez retirer le disque. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est un disque dur, un Western Digital, en 1 Tera, 5400 tours par minute. Donc déjà, on va remplacer ce disque par un autre. Et en l'occurrence, on va remplacer par un SSD parce que c'est déjà beaucoup plus rapide en lecture et en écriture. Et parce que aussi, ça fait la même capacité. Et c'est aussi parce que aussi, on peut avoir les mêmes capacités pour plus de performance. Donc ce disque-là, on va l'enlever. Et je l'ai branché dans mon ordinateur. Et je me suis rendu compte que Windows n'arrivait même pas à le lire et ni à savoir laquelle taille il faisait. Enfin, 1 Tera, mais bon, Windows. Et j'ai ouvert Crystal Disk Info et voilà ce que je suis tombé. Le disque est en état prudent, donc on va le jeter. Et on va remettre un nouveau disque avec. Pareil, on va prendre les vis de là. Donc on va mettre le disque comme on peut mettre dans un HP, comme ça. Et il bouffe 840 G1 et G2. Il faut faire comme ça. Faut bien que le slow s'attache du bon côté, parce que sinon ça ne marchera pas. Je m'étais trompé. Voilà. Et je vais prendre les disques, les vis dans le verre. Allez, je vous retrouve dès que j'aurai mis tout. Une fois que la dernière vis a été mise, on va mettre le disque de côté pour qu'on démonte tout le châssis. Et on va enlever vis par vis. Et les vis, je les mettrai aussi dans un gobelet. Et quand les vis changent, je prends un autre gobelet parce que comme ça, j'ai pas à m'emmêler les pinceaux. C'est justement pour ça que je prends un gobelet, comme ça, ces vis-là, elles iront dans un autre. Et les vis du châssis ici, iront dans un gobelet, dans celui-là. Dernière vis, et voilà. On peut enfin enlever le châssis. Et maintenant, on a vraiment accès à tous les composants. Le ventirad, le trackpad, le radiateur, la deuxième barrette de mémoire, la carte Wi-Fi, le slow SSD. Et maintenant, on va démonter le ventirad pour le nettoyer et enlever toute cette poussière. Donc, vous voyez, j'ai apporté vraiment tous les composants nécessaires. Et maintenant, on va retirer le radiateur processeur. Au niveau du démontage, ça s'est plutôt bien passé. J'ai utilisé deux gobelets pour mettre les vis. Et là, on démonte le refroidissement. Et voilà, la pâte thermique s'enlève. Et voilà. Voilà. Et maintenant, on va mettre tout ça de côté. Et je vais un peu vous expliquer tout ça. Donc, quand vous démontez votre ordinateur et que vous tombez sur juste sur ça, c'est normal. C'est parce que ça peut être arrivé si votre PC n'est pas très puissant, que vous avez par exemple un processeur basse consommation comme les Core M, ou que vous avez un processeur pas puissant comme un Celeron. Ils vont pas beaucoup chauffer, donc vous avez par exemple juste le radiateur qui va évacuer la chaleur. Mais vous n'aurez pas de ventilateur. Donc si vous avez juste ça, vous pouvez démonter. Par contre, si vous avez comme un MacBook où là, accéder même au refroidissement, c'est super compliqué, et que même en ayant démonté tout ce que vous pouvez, vous voyez toujours pas le refroidissement, bah arrêtez-vous là. Ça sert à rien d'aller de démonter tout le MacBook parce que ça va être trop compliqué et ça va prendre trop de temps. Donc si vous voyez pas le refroidissement, bah arrêtez. Et ça peut arriver que dans des PC avec des cartes graphiques dédiées, vous avez 2 radiateurs et 2 ventilateurs. Donc vous avez un radiateur pour le CPU et un autre pour le GPU. Et ça peut aussi arriver, j'ai déjà vu que vous avez 2 radiateurs, donc deux choses comme ça,
une pour le CPU, ou une pour le GPU, mais on fait toujours ça sur des GPU pas très puissants. Donc vous avez ça pour un CPU et l'autre pour le GPU, relié à un seul et même ventilateur. Donc si vous avez deux ventilos, bah, vous nettoyez les deux ventilos, vous changez doublement la pâte thermique. Pareil pour le GPU et CPU. Donc pour nettoyer la pâte thermique, c'est très simple. Pour nettoyer la pâte thermique, vous pouvez soit utiliser de l'alcool isopropylique, même si moi je conseille souvent l'alcool isopropylique pour les PC fixes, donc les processeurs de PC fixes, donc les Intel 14700K, Intel Core i7 14700K, ou les AMD Ryzen 7 5950X, ou les AMD Ryzen 9 9950 X3D, ou pour les processeurs de serveurs comme les Xeon ou les Threadripper. Donc je recommande l'alcool isopropylique et un chiffon pour les processeurs de PC fixes et de serveurs. Ou sinon, je recommande souvent de prendre juste de l'essuie-tout pour nettoyer la pâte thermique sur un PC portable. Donc les processeurs Intel Core i5 ou i1265U, les AMD Ryzen 7 1700U, enfin les AMD Ryzen 5 7520U, 7535HS, Ryzen 5, Intel Core i7 12700H, donc les processeurs de PC portables, juste de l'essuie-tout, ou sinon pour PC fixe, chiffon et alcool isopropylique. Donc, par exemple, si vous démontez aussi votre système de refroidissement, que vous voyez qu'il y avait encore un peu de pâte thermique et vous vous dites, il y en avait encore un peu, ça, je vais encore la laisser. Non, non, non et non. La pâte thermique, ça se change tous les 3 à 5 ans. Il faut qu'elle soit sèche. En l'occurrence, ici, bah, elle est complètement sèche. Elle va même plus sur mon doigt. Donc, on va devoir la remplacer et en mettre de la nouvelle. Parce que si vous ne changez pas votre pâte thermique, vous pouvez avoir de la surchauffe. Et c'est pas très bon. Vous perdez en performance. Donc là, je vais prendre de l'essuie-tout. Hop, vous prenez un bon rouleau pour être sûr, et là vous allez venir frotter sur le processeur pour vraiment, vous prenez que l'essuie-tout. Vous prenez pas par exemple avec vous frottez pas avec par exemple un tournevis, c'est très mauvais. Donc on va essuyer. Faites attention qu'il n'y a pas de pâte thermique qui va sur les autres composants, sinon ça peut être très mauvais. Là, par exemple ici, bah, je vais prendre carrément un autre papier parce que... Et j'en ai vraiment plein sur les doigts. Hop. Je vais un peu essuyer mes doigts. De toute façon, les doigts, ça se lave. Donc voilà, j'ai un peu essuyé. Et vous venez vraiment frotter sur le processeur et la puce graphique. En l'occurrence ici, c'est une... Donc voilà, vous en avez mis un peu sur les composants. Si vous avez mis un peu sur les composants, c'est pas très grave. Ici, ça va, je peux récupérer. Tant que c'est récupérable, c'est bon. Ici. Voilà. Et je vais prendre encore un autre papier pour essuyer tout ce qui avait été sur le côté. Donc, tout ce qui était sur le côté, bah, vous venez essuyer avec l'essuie-tout. La pâte thermique, vous venez changer ça tous les 3 à 5 ans. Comme ça, bah, vous n'aurez aucun problème. Et vous ne mettez pas vos doigts sur le processeur et la puce graphique. Pourquoi? Parce que tout le monde a une espèce d'huile sur ses doigts. Et quand vous mettez cette huile, bah, ça va pas être bon. Et en plus, vous avez dans un empreinte digitale. Donc vous mettez votre doigt. Et si vous mettez votre doigt, bah, vous refrottez encore un peu. Donc là, c'est propre. On va prendre de la pâte thermique, ici, là. Donc, je vais ouvrir la pâte. Pour mettre la pâte, vous avez plusieurs techniques. Vous avez la technique de la croix, de la ligne et du rond. Moi, je vais faire la technique de la ligne. Donc ça, c'est de la bonne pâte thermique. La pâte thermique, vous en avez dans tous les paquets de votre système de refroidissement. Là, il n'y en a presque plus. Attendez. Voilà. Et on va, hop, tout faire redescendre. Hop, moi, je vais en mettre un petit peu. Hop.
Encore un peu. Chaque. Voilà. Là, vraiment, si ça surchauffe encore, je ne sais pas quoi faire. Là, j'ai bien arrosé. Donc, on peut en reprendre. En remettre. Voilà ce que j'ai mis. J'ai mis des espèces de petits pas sur le processeur et la puce graphique. Voilà, donc une fois que c'est propre, vous allez prendre encore des mouchoirs, enfin, ou de l'essuie-tout, pour être précis, et vous allez essuyer le radiateur. Et voilà, vous allez frotter. Donc ça part super facilement parce que c'est... Alors, pour pas vous le cacher, c'est la première fois que je mets de la pâte thermique sur un ordinateur portable. Et même sur un ordinateur tout court. Et donc là, on va... Une fois qu'on en a mis sur tout le processeur, on va en mettre sur le refroidissement. Donc on va un peu en reprendre de la pâte. Là, faut pas non plus en mettre de trop. Chacun. Je vais pas en mettre de trop, voilà. On va dire que c'est bon. Donc, on va maintenant passer à l'opération suivante. On va nettoyer le ventilo. Donc, pour nettoyer votre ventilateur, vous pouvez soit utiliser de l'air comprimé ou une bombe à air comprimé, une bombe à air sec. Vous pouvez aussi prendre, il me semble, vous pouvez aussi prendre un bon coup de soufflette ou un bon coup de compresseur pour bien nettoyer. Et quand vous nettoyez, vous prenez votre refroidissement, vous tenez bien le ventilateur et vous secouez bien aussi. Et vous faites ça. Une fois que c'est fait, on va retourner et refaire ça pour l'autre côté. Une fois que c'est fait, on refait ça pour ça. Et une fois que c'est fait, on peut nous passer ici. Oula! Ça peut arriver que ça fasse ça. Et on fait ça pour l'autre côté. Oula! Maintenant, vous allez en prendre pour faire avec le refroidissement processeur. Oula, wesh! Et après, ça devient tout froid, c'est normal. Et voilà, une fois que c'est fait, on va remettre le ventirad. Il y aura peut-être un peu de poussière qui va flotter dans votre pièce, mais c'est normal. Donc là, on va remettre le ventirad à sa place. Donc une bombe sec, ça coûte entre 10 et 20 euros. Si ça coûte plus cher, c'est qu'il y a un problème ou une arnaque. Donc une fois que c'est fait, voilà. Et maintenant, on va revisser le refroidissement processeur. Enfin, le radiateur processeur. Donc on va bien placer. Une fois que c'est voilà, c'est bien intégré au process, ou bien au ventirad. Et on va revisser tout. Et ça va exercer une pression de dingue sur le CPU. Et puce graphique aussi. Donc moi, j'aime bien vérifier que ce que j'ai fait, c'est bien. Donc après avoir vissé, je vais redévisser pour voir si ce que j'ai fait, c'est bien ou ce que j'ai fait, ça peut être mal aussi. Donc, hop. Parce que pour être honnête avec vous, c'était la première fois que je mettais de la pâte thermique. Et j'étais un peu stressé. Donc voilà, ça tient très bien. On va redémonter. Ça fait des sports pour les mains, moi. Hop, on démonte. Et waouh, ça monte déjà. Et la pâte thermique que j'ai pris, vous pouvez... Et ça a été bien mis, hein. Clairement, ça prenait, ça c'était bien fait.
Donc vous allez revisser. Vous revissez bien fort pour que ça mette une pression de dingue. Hein. Hop, hop. Donc ça va exercer une pression de dingue, hein, clairement. Voilà, une fois que c'est fait, une fois que vous avez bien remis, et voilà que c'est bien remis, on va déjà remettre la barrette de RAM qui m'a coûté 12,50 €. Donc pour savoir c'est quoi, pour savoir c'est quoi votre RAM sur votre ordinateur, vous prenez la RAM qui est dans le premier slot, vous l'enlevez, et vous regardez ce qui est écrit dessus. Donc on va voir qu'ici, c'est de la RAM en 4 Go. S'il est écrit PC3, c'est-à-dire que c'est la DDR3. Et si vous ne voyez pas, vous pouvez voir ici. Là, il est marqué 5G, et c'est de la DDR3. En 4 Go. Donc on va remettre, et il peut être écrit ici. Donc pour savoir c'est quoi comme RAM, peut-être vous regardez ici, il peut être écrit sur la barrette déjà mise. Ou tout simplement... vous testez. Et après, hop, je remets une autre qui m'a coûté 12,50 €. Et ici, il est écrit que c'est de la RAM HP, donc c'est de la bonne RAM. En 4 Go, PC3L, et c'est bon. Il faut que ça soit de la SODIMM. Pour les PC portables, c'est de la SODIMM. Et pour mettre une RAM, c'est simple. Vous faites ça. Attendez, pour mettre une barrette, vous faites comme ça. Vous mettez bien dans le slow. Vous faites descendre. Là, on l'a mis en... Après, pour enlever, c'est simple. Ça, comme ça. Comme ça. Une fois que c'est fait, vous mettez du DIMM 2, vous mettez dans DIMM 2. Et vous faites comme ça. Donc là, ça bloque un peu. Je sais pas pourquoi. Et voilà, c'est bien mis. Les têtes lises. Et maintenant, bah... je vais peut-être encore revoir pour voir si c'est bien fait, la pâte thermique. On n'est jamais sûr. Hein. Faut que ça soit bien étalé. Faut que ça recouvre toute la surface du processeur. Sinon, ça veut dire que vous avez mis pas assez, soit vous avez mal appliqué. Et ouais, franchement, vous réalisez pas comment ça met une pression. Donc vous vous dites comment une pâte thermique. Et voilà, ça recouvre tout bien. Vous vous dites comment une pâte thermique qu'on a mis comme ça sur un processeur comme ça en ligne peut faire que ça recouvre toute la surface. Ben, en fait, vous voyez, quand vous mettez une tomate dans votre main que vous écrasez, c'est la même chose que ça fait dans la pâte thermique. La tomate va aller sur toute la surface de votre main. Et ben la pâte thermique, pareil. Enfin, oui, la pâte thermique. Donc, on va bien remettre pour que ça exerce une pression. Faut pas hésiter à mettre trop de pâte thermique parce que même si on a trop, bah, c'est pas comme le métal liquide où ça va tout causer des problèmes. Donc une fois que c'est fait, bah, vous allez reprendre toutes les vis dans les gobelets et revisser tout le châssis. Donc là, j'ai peut-être même passé un coup d'air comprimé sur ici. Et voilà. Et l'ordi est prêt à avoir une seconde vie. Et là, je remets tout et je te retrouve déjà. Une fois que le châssis a été remis, vous allez mettre... Donc, on peut mettre notre disque. Hop, on le met. Et on va visser par les vis du haut. Comme ça. Donc, on prend un tournevis et on va visser par les vis du haut. Et on va visser dans le bon sens. Donc, on commence toujours par ces vis-là.
Voilà, une fois que c'est fait, on va mettre la nouvelle batterie. Voilà. Donc c'est la même référence que l'ancienne, c'est une CM03. Celle-là, c'est une CM03, donc il faut que ce soit exactement la même batterie, même capacité. Donc on va la mettre. Et on va la déverrouiller. Ah. Donc on va la déverrouiller. Donc on va tout déverrouiller, on va la mettre, on va soulever la nappe du disque et on va la verrouiller et wesh, le PC s'allume. Je ne sais pas sur quoi il boot, donc on va directement l'éteindre parce qu'il ne peut pas booter normalement. Donc on va l'éteindre. Wesh, faites gaffe à pas vous faire électrocuter. Donc on va... De toute façon, il peut booter sur rien. Voilà. Il s'est éteint. Maintenant, on va remettre la plaque. Donc d'ailleurs, pour avoir de meilleurs airflow, vous pouvez toujours passer un petit coup de bombe. Voilà. Vous pouvez toujours passer un petit coup de bombe. N'hésitez pas à ne remettre non plus le port pour la carte SD. Et maintenant, vous allez remettre la plaque. Et le PC est enfin prêt à avoir un système d'exploitation. Si on fait bien les calculs de ce que ça nous a coûté combien. Donc le disque nous a coûté 51 €, le PC 50, la RAM 12,5. Donc pour l'instant on est à 112,5 € au niveau du prix. 113,5 € au niveau du prix pour l'instant. Si vous rajoutez la pâte thermique, 118, et la bombe à air sec, 125,90 pour l'instant. Donc on remet le PC. On n'a plus besoin de le brancher vu qu'il fonctionne et on va voir s'il démarre. A priori oui, vu qu'il a démarré sans la batterie. Enfin, il a démarré avec la batterie, donc si ça vous arrive, éteignez tout de suite le PC et il démarre. Tout ce qu'il y a plus de normal avec un ordi. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire à télécharger et installer un système d'exploitation. Allez, prochaine étape. Étape numéro 3. Créer une clé bootable pour installer un système d'exploitation, plus installer le système d'exploitation. Et le système d'exploitation, c'est pour notre petite HP. Voilà, donc il y a plusieurs choix de systèmes d'exploitation. Je vais vous dire tous les systèmes d'exploitation que je vous recommande. Il y a notamment, je vous recommande, si vous voulez vraiment vous avez notamment Linux. Vous avez les Linux qui sont vraiment pas mal. Les Linux sont très légers et ne consomment pas trop de ressources, pas trop de RAM, etc. Des très bons systèmes d'exploitation qui sont très efficients et qui ne demandent pas non plus une configuration de ouf pour bien tourner. Moi, personnellement, il y a plusieurs Linux que j'aime bien. Il y a notamment Linux Mint qui est vraiment très très bien, très facile d'installation et vraiment. J'ai même fait une vidéo pour installer Linux Mint, n'hésitez pas à aller la voir. Je mets le lien ici et dans la description. Et vous avez aussi Bazzite qui est surtout fait pour le gaming, mais qui peut aussi fonctionner très bien pour comment dire. Après maintenant, vous avez d'autres... vous avez peut-être aussi Ubuntu, qui est un très bon système d'exploitation aussi, très léger, et notamment Linux Mint est basé sur Ubuntu. Donc moi, je vous conseille surtout Linux Mint et Ubuntu. Vous avez aussi d'autres choix, hein, mais Linux Mint et Ubuntu est très bon. Vraiment, je vous conseille vraiment Linux Mint. Si vous voulez vraiment rester sur Windows, vous avez que Windows 11, parce que Windows 10 est hors support depuis le 14 octobre 2025. Donc je vous conseille très fortement Windows 11 LTSC. Enfin, oui et non, parce qu'en fait Windows 11 LTSC c'est une version pour les entreprises. Mais elle est mise à jour très longtemps et en plus elle est un peu plus légère que la version normale. Ou Windows 10 LTSC aussi, mais voilà, Windows 10 LTSC est basée sur une plus vieille version de Windows 10. Donc je vous la conseille pas.
Donc Windows 11 normal fera vraiment le job. Windows 11 famille. Euh, Dernier choix, enfin, après vous avez Chrome OS Flex qui est un système d'exploitation plutôt pas mal. Je vous conseille surtout Chrome OS Flex si sur l'ordinateur vous allez donner à un enfant et vous voulez avoir un contrôle sur ce qu'il fait. Je vous conseille Chrome OS Flex pour ça, mais sinon il n'y a pas. Donc moi j'ai installé Linux Mint. Donc j'ai fait une vidéo pour comment installer Linux Mint. Donc on va taper télécharger l'ISO de Linux Mint. Enter. On va aller sur le site officiel de Linux Mint. Moi, je vais prendre la version Cinnamon parce que l'ordi, bon, c'est pas qu'il est un peu vieux, mais il faut pas non plus exagérer. On va télécharger. On va mettre. Vous allez choisir où vous habitez. Moi, j'habite en Belgique. D'accord. Voilà. Bah, je vous retrouve dès que ça a chargé. Ouais. Bah, une fois que ça finit de télécharger, on va télécharger un autre logiciel pour pouvoir mettre l'ISO dans une clé bootable. Donc, vous avez plusieurs outils. Vous avez notamment Rufus, qui est plutôt pas mal. Ou moi, je vais utiliser Ventoy, qui permet de faire aussi des clés bootables. Donc, on va télécharger Ventoy. On va aller sur le site officiel de Ventoy. Téléchargement. Windows Zip. Download la dernière version. Ça va télécharger. Voilà. Et on va déjà prendre une clé USB de minimum 8 Go. Parce que l'ISO fait 2,9 Go. Et bah la clé, il faut qu'elle fasse une taille pas mal. Donc ça, c'est une clé Kingston de 32 Go. Et il faut que la clé fasse minimum 8 Go. On la branche dans l'ordi. Elle est détectée. Maintenant, on va ouvrir Ventoy. Ventoy to disk. Oui. Voilà. Là, il détecte automatiquement notre clé, mais on va mettre installation. Le disque va être formaté et toutes les données seront perdues, donc faites un backup de vos données avant, faire ça, et oui. Parce qu'il n'y a aucun données important dessus, oui. Il nous redemande, et on va encore mettre oui, parce qu'on est sûr. Lecteur USB, lecteur USB détecté. Ça va prendre un peu de temps. Je vous retrouve dès que ça a chargé. Et bah, comment dire, ça s'est fait plutôt rapidement, donc on va mettre OK. On va fermer le logiciel, on va aller dans l'explorateur de fichiers, on va aller dans le dossier téléchargement, et on va sélectionner notre ISO. La clé, voilà. Notre ISO, la clé est prête, et on va sélectionner notre ISO de Linux Mint. On va mettre l'ISO de Linux Mint dans la clé USB. Donc, on va attendre que ça se charge. Je vous retrouve dès que ça a chargé.
Une fois que c'est fait, il va être l'heure d'éjecter notre clé USB. On va aller la prendre. Et maintenant, vous avez une clé bootable pour installer Linux Mint pour le HP. Donc, je vous retrouve dès que j'aurai mis le HP au bon endroit. Mais pour vous, c'est dans seulement quelques secondes pour installer Linux Mint sur le HP. Et d'ailleurs, petit aparté pour ceux qui ont créé une clé bootable avec Rufus, c'est que si votre PC est un peu plus vieux, c'est par exemple si votre ordinateur a par exemple 15 ans ou un truc dans le genre, et votre ordinateur n'aura peut-être pas un BIOS UEFI. Il aura peut-être un BIOS normal, standard. Donc si vous faites une clé USB bootable avec Rufus, au lieu de mettre GPT, parce que GPT c'est pour les BIOS UEFI, vous allez mettre MBR. Et même si vous, et comme ça, ça va fonctionner. Et peut-être même si vous avez un ordinateur équipé d'un BIOS UEFI, si vous voulez être juste sûr qu'il va démarrer sur la clé USB bootable, vous pouvez quand même mettre MBR parce que ça va quand même fonctionner. Et dernière chose, pour vous faire un peu une idée, les PC sortis avant, pour faire rapidement, mais c'est peut-être pas le cas. Jusqu'en 2020, il y avait encore certains PC entrée de gamme qui avaient encore des BIOS standards. Donc il faudrait mettre MBR. Et après 2020, quasiment tous les PC qui sont vendus encore sont équipés de BIOS UEFI. Mais 2020, je dis ça comme repère parce que déjà en 2018, il y avait déjà quasiment plus de PC avec des BIOS normales, donc 2008. Bon bah moi je vous retrouve dans quelques minutes pour installer Linux Mint sur cet ordinateur, mais pour vous c'est dans seulement quelques secondes. Allez! Ça y est, c'est parti, on va installer notre système d'exploitation sur notre PC. Donc il suffit de brancher notre clé USB dans un des ports. Donc on va la brancher dans un des ports USB. Donc vous la branchez. Voilà, une fois que c'est branché, vous allez démarrer le PC et tapoter sur une touche pour aller dans le BIOS. Une fois que c'est fait, pour aller dans le BIOS, il y a plusieurs touches. Vous avez notamment pour aller dans le BIOS, vous avez la touche Delete et F2. Pour qu'il permet d'aller dans le BIOS, soit F2, Delete. Et soit si vous voulez dans le boot menu, c'est soit la touche F7, F8, F9, F10, F11 ou F12 de votre clavier. N'hésitez pas à taper le nom de votre carte mère ou de votre ordinateur sur Google et vous allez voir le nom des touches pour aller dans le BIOS ou dans le boot menu. Moi, je vais aller dans Options de périphérique de démarrage. On va démarrer sur notre clé USB. On va direct mettre Linux Mint. Booted Normal Mode. Start Linux Mint. Et bah... Donc vous ne touchez à rien, c'est normal que le PC fait ça. Donc vous touchez à rien et je vous retrouve dès que ça a chargé. Donc une fois qu'on arrive sur le bureau, on va direct aller sur Install Linux Mint. Et vous pouvez toujours essayer le système comme ça, avec la clé USB bootable, mais moi je vais direct installer parce que j'ai pas trop envie de tester pour l'instant. Vu comme ça, mais aussi vous pouvez peut-être aussi tester pour voir si votre matériel marche bien aussi, ça peut être aussi très intéressant. Moi je vous retrouve dès que ça aura chargé. Ben voilà, ça a chargé, ça a été très vite, on va mettre en français, continuer. On va mettre le clavier, c'est un clavier belge, donc on va mettre Belgian. On va pas se fatiguer. On va se connecter au réseau. Donc pour se connecter au réseau, moi je vais se connecter au réseau pour le moment. Moi je vais pas me connecter au réseau pour le moment. Donc je vais pas me connecter pour le moment, donc on va mettre continuer. Vous pouvez aussi vous connecter au réseau pour le moment, mais moi j'ai pas trop envie. On va quand même installer les codecs multimédia. On va continuer. Et je vous retrouve dès que ça a... Ah bah voilà, donc là vous avez deux options.
Là, il n'y a aucun système d'exploitation qui a été détecté sur cet ordinateur parce que le disque est tout nouveau. Donc c'est normal qu'il n'y a rien. Vous avez une seule option, c'est effacer le disque et lancer Linux Mint ou autre chose. Si vous avez par exemple si aussi sur votre ordinateur par exemple à Windows dessus, que vous lancez Linux Mint à côté, vous avez par exemple une option qui sera marquée installer Linux Mint à côté de Windows Boot Manager, etc. Mais vu qu'il n'y a rien sur le disque, on va être obligé de mettre effacer le disque et installer Linux Mint, même s'il n'y a rien du tout. Vous pouvez mettre autre chose, etc. pour créer vos partitions. Moi, je vous conseille de faire effacer le disque et installer Linux Mint au début, puis quand tout sera installé, de faire vos partitions. Donc, on va être obligé de effacer le disque. C'est bien notre disque de 256 Go de l'ordinateur. Donc, pensez, donc, 3 partitions seront supprimées, d'accord, je sais pas pourquoi. Et voilà, il détecte bien notre disque de 256 Go. Installé maintenant. Donc, attention, toutes les données seront effacées. Donc, si vous avez des données sur le disque, faites un petit backup de vos données avant. Mais sinon, moi, je vais mettre continuer. On va mettre Paris, le lieu, mais moi, je m'en fiche un peu. Eden. Le mot de passe, ça va être... Et on va ouvrir la session automatiquement. Continuer. Et là, ça va copier les fichiers. Donc moi, je vais vous retrouver au redémarrage, mais vous laissez faire, vous ne touchez à rien. Un peu comme quand ça faisait installer les données. Donc vous touchez à rien, quoi. Voilà, je vous retrouve dès que ça a chargé. Bon, vous voyez, l'installation est finie. L'installation est finie. Vous pouvez maintenant continuer à tester Linux Mint. Maintenant qu'on n'aurait pas redémarré. Moi, je vais pas tester, j'ai pas continué à tester. Je vais dire que redémarrer. Donc on va redémarrer. Oui, Linux Mint aime bien un fichier, donc on l'a. Donc, please move the installation medium the press enter. Donc, enlevez la clé USB. Donc, vous cliquez sur enter et vous enlevez la clé USB pour éviter que le PC reboot dessus. Donc, on attend. Bon, je vous retrouve dès que ça a chargé, quoi. Eh bien, ça y est, on est enfin sur Linux Mint. Donc là, l'écran d'accueil est là, on va fermer. On va se connecter à Internet, donc il détecte bien mon réseau. Ça peut être un peu des fois dangereux, donc là, je vais me connecter au réseau. Il faut mettre notre mot de passe. Une fois qu'il est connecté au réseau, il détecte mon imprimante. La browser machin, mon imprimante. Là, on va aller dans le gestionnaire de mise à jour pour faire toutes les mises à jour. Donc on va faire... on va valider. Puis on va faire non. Vous faites les mises à jour. Donc vous faites bien évidemment les mises à jour.
on va dire que une fois que les mises à jour sont faites, on va aller régler, on va voir si l'affichage est bien, donc c'est bien la bonne résolution. Donc on va laisser ça comme ça. Et bien évidemment, on va dans le gestionnaire de pilotes. Il va rechercher des pilotes. Et il va les installer pour avoir bien évidemment de meilleures performances et ne pas avoir de crash. Là, il recherche. Aucun pilote n'est nécessaire. Très bien. C'est-à-dire que l'ordinateur est à jour au niveau des pilotes. Et bien évidemment, vous pouvez tout personnaliser, donc le fond d'écran, etc., etc. Il s'est bien mis à l'heure et à la date. Maintenant, tout marche bien. L'installation est faite. Donc, je suis content. L'ordi marche vraiment bien. Et vous avez, par exemple, aussi, on peut voir que dans le monitor system, on peut voir que pour l'instant, le processeur est vraiment pas beaucoup utilisé, aux alentours de 3%. Il paraît au niveau de la mémoire, on utilise 18% de mémoire sur les 8 Go. Et le disque, comment dire quoi. Le disque, il est très peu utilisé, l'espace d'échange, il est inutilisé. Donc, un ordinateur, vous avez vu, un ordinateur qu'on pouvait trouver dans les poubelles, limite ou gratuitement, ou pas, vraiment pas cher, qui marchait pas du tout, et qui buguait, qui surchauffait et tout, peut devenir un ordinateur portable qui est super puissant, super... ça peut devenir un très bon ordinateur. Et au niveau de la batterie, on tient aussi très longtemps, donc vraiment, l'ordinateur est vraiment devenu bien. Peut-être qu'il fait un peu de bruit parce que le profil du BIOS fait que dès qu'il y a une petite chauffe, le ventilateur se met en route. Ça, c'est la faute d'HP. Mais vraiment, ça marche nickel. Donc, là, moi, j'ai installé toutes mes applis, faire des tests, etc., etc. Et une fois que les tests seront faits, je vais vous donner mon avis sur cet ordinateur portable de chez HP. Allez, à plus tard. Allez, c'est parti. On va faire la conclusion de ce PC portable HP qu'on a refait entièrement. Et on va voir ce qu'il donne. Go, on allume. Parce que là, il s'allume super vite. Pour l'instant. Bon, pour l'instant, il s'allume. Linux Mint. Bon, il s'allume plutôt rapidement. Ventilateur. Alors, on en profite pour être sur le bureau et on peut voir mon joli fond d'écran. Je sais pas si vous êtes déjà allé à cet endroit-là, mais c'est vraiment très beau. Ça s'appelle l'écluse de la plante et c'est vraiment très beau. Je vous conseille d'y aller, mais c'est pas vraiment le sujet, mais il est vraiment très joli mon fond d'écran. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à installer mes logiciels OBS, VirtualBox, LibreOffice, etc. J'ai fait les mises à jour, etc. Et sans plus tarder, on va parler. J'ai fait un petit setup qui pourrait très bien accompagner ce PC. Un petit setup, donc il est là. Ce setup, c'est voilà, donc setup pour le PC portable à moins de 200 €. On va commencer par l'écran c'est un Bluebuilt BBFHM 2410H. C'est un écran 23,8 pouces avec une résolution de 1920 pixels. Il est HDR IPS. Il a la luminosité de 300 cordélas par mètre carré, ce qui est quand même plutôt pas mal. HDR10. Le taux de rafraîchissement 100 Hz, c'est plutôt pas mal. Et il a un anti-reflet. Donc je vais mettre anti-reflet. Il a le FreeSync, il a une prise VGA, une prise HDMI, une prise DisplayPort. Il coûte 112 €. Au niveau de la souris, c'est une HP 100, c'est une souris filaire en USB. Elle est finition mat, elle coûte 14,99 €. Elle fait 90 grammes et elle est noire. Le tapis de souris, c'est un Bluebuilt M qui fait 20 cm x 24 cm. Il coûte 12 €. Le clavier, c'est un clavier qui coûte 16 €, c'est le Logitech K120
c'est un filaire en USB et en AZERTY. Ça, c'est la housse pour transporter le PC portable. C'est la Bluebuild housse pour ordinateur portable 17 pouces M noir. Donc c'est jusqu'à les ordinateurs 17 pouces. C'est pas que pour les ordinateurs, c'est pas que pour les ordinateurs 17 pouces. C'est jusqu'aux ordinateurs 17 pouces. 41 €. Là, c'est un sac pour PC portable. C'est le HP Everyday 16 Odyssey Grey Laptop Backpack. C'est un 21 litres. Et il peut contenir des PC portables jusqu'à 16 pouces, 42 €, plutôt raisonnable. Là, on a un hub USB-C. C'est le Rolio SD /TF card laser. On a 4 ports USB-A, un Ethernet, un HDMI et 2 USB type C. Un très très bon hub. Ethernet, HDMI. C'est vraiment pas mal d'avoir autant de ports sur un hub pour seulement moins de 30 €, 28 €, c'est vraiment pas mal. Les haut-parleurs, c'est des True Stador en 2.0, c'est des haut-parleurs noirs. Et ils coûtent 20 €. Et ça, c'est la clé USB pour créer la clé USB bootable. C'est une clé USB-A. C'est une SanDisk Ultra en USB 3.0, 32 Go. Et c'est en USB 3.0, on le voit au niveau de la couleur. Et elle peut monter, la capacité maximum, c'est 512 Go. Et elle coûte 25 €, c'est rien du tout. Le setup tout seul, il coûte 285,98 €. Enfin, il coûte plus de 300 €. C'est vraiment peu. Il coûte 308,98 €. C'est rien du tout. Voilà, un très bon setup. Hein. On va enregistrer. Donc ouais, ça marche bien. Le petit setup. Maintenant, on va voir si le PC peut faire fonctionner. Si le PC peut aller sur Internet. Donc, j'ai connecté à Internet. Hein. On va aller sur YouTube, vous imaginez. Donc, c'est plutôt fluide. Hein. Attendez, on va même ouvrir le moniteur système pour voir combien de RAM. Attendez. Moniteur système. Et pour l'instant, on consomme 2,2 Go de RAM sur Windows. Voilà. Les en consomme, on a les infos. On va taper là. Le clavier a une bonne frappe. 50 abonnés. Ah bah voilà. Tuto comment installer Linux Mint de A à Z. Bonjour à tous et bienvenue sur YouTube. On va mettre en 1080p. On consomme quasiment rien au niveau processeur. Hein. La RAM 2,4 Go. Et voilà. Attendez. Non, 1440p. Et le PC il tient. Bon, il commence un peu à faire du bruit. Attendez, on va mettre une vidéo 4K. Hein. Alors les vidéos 4K, ça arrive pas souvent, mais c'est celle-là, il me semble, qui était 4K. Oula. Attendez. Bon. Ça tourne en 4K. Voilà, le processeur, il tourne très haut. Il paraît au niveau de la RAM. Mais ça lag pas, hein. Ça lag pas. En 4K. Donc pour regarder des vidéos YouTube, ça marche. On va jouer à un jeu. On va aller sur Poki. Pour jouer un petit jeu. Si on se faisait un petit tunnel rush. Vas-y, on va se faire un petit tunnel rush. Pour voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est fluide. Hein. Pour l'instant, ça marche. Hein. Ça tourne. En même temps, ça, c'est un petit jeu. Hein. D'accord. Au moins, attendez, on était à combien? On était à une trentaine de pourcents de processeur. Ça tourne, hein. Attendez, on va faire un test de réseau. Mon réseau, il est pas très rapide, mais pour voir ce que vaut la carte Wi-Fi. On va faire ça. Pour l'instant, ça tourne. Attendez.
Normalement, c'est 65 mégabits par seconde, mon réseau. Oh, normalement, il aurait déjà commencé le test. Attendez, on va relancer. Bon, je sais pas pourquoi ça marche pas, mais normalement, on est censé être à 65 mégabits par seconde. Ah, attendez, c'est historique. 35 mégabits par seconde, peut-être que la carte réseau est un peu vieille, peut-être qu'il y a quelqu'un sur mon réseau qui fait n'importe quoi, mais pour l'instant c'est fluide. Hein. Allez, on va faire un enregistrement OBS. On va voir si ça lag. Et là, le processeur, attendez. Donc, et c'est fluide. Et c'est encore fluide. Attendez, moniteur système, on peut peut-être un petit peu en pourcentage, mais ça tourne. Donc on peut streamer avec un PC de 2014. Donc, je vais pas faire de machine virtuelle maintenant, mais au niveau bureautique, on va voir ce que ça donne en bureautique, mais ça doit être sûrement trop bien. Hello. Incroyable. L'ordi fait tout bien. Navigation web, est-ce que j'ai besoin de vous dire que ça marche bien? Peut-être qu'on va aller sur le site de Brawl Stars. Non, pas comme ça. Et pour l'instant, là, j'en demande un peu. Et ça tient, ça, c'est pourtant le site de Brawl Stars, il est pourtant un peu... Il faut passer... Maintenant, on va passer à la partie que j'adore. La partie des benchmarks. Pour voir ce que le PC vaut. Donc, on va ouvrir un petit Furmark. Si ça va bien. Le ventilateur s'arrête. Bon, bah... On va ouvrir au CCT, alors. Peut-être on va voir le stream qu'on a fait. Ah ouais, quand même, on entend bien le bruit du ventilateur. On va reconnaître. Bon, d'accord, on va arrêter un peu sur ça. Et pour l'instant, l'ordi tient. Je ne sais pas comment faire. On va voir au CCT. Ça, ouvrir au CCT, ça demande beaucoup. Et comme ça, on peut aussi voir les températures qui doivent être sur map très basse parce qu'en fait... ouais, non, pour l'instant, on est à 70 degrés. Et on consomme rien comme RAM. Bon, les températures bougent beaucoup, mais... Attendez, on va faire un truc. On va ouvrir Furmark pour voir. On dirait que Furmark, il veut pas s'ouvrir. Tant pis, on va faire un OCCT. Attendez, pourquoi Furmark il peut pas fonctionner? T'envoies dans tes téléchargements. Furmark. Ah là là, Linux. Je crois que je vais arrêter de faire des enregistrements OBS avec un ordi comme ça parce que ça faisait même peur. Bon, Furmark ne peut pas s'ouvrir, mais pour vous donner une idée, Furmark, on était aux alentours des Wii FPS. Donc voilà. On va faire un test CPU. Attends, on va faire un test de tout en fait. On va faire un combiné. Combiné. CPU, impact, memory, 3D adaptatif, 3D work. On va mettre en extrême. Et on va voir les températures pour voir si on est en surchauffe. À mon avis, non. On va s'en approcher les 100 degrés parce qu'en fait, ce PC, le ventirad, il se déclenche un peu tard, mais on va voir si on a les bonnes fréquences parce que le PC peut monter jusqu'à 2,90 GHz. On va start.
Oh, 69 degrés. 101. Et les températures sont bien, hein. 95. 94, ça tient. Il a fallu du temps que le ventilateur se réveille, mais... 96. On dépasse la fréquence de base de 2,30 GHz, on n'est pas à la fréquence maximum, mais ça tient. On est à 98. Bon, on a eu une max à 103 parce qu'il a fallu du temps que ça refroidisse, mais 96. Et je suis impressionné. Attendez, on va voir la température du disque. Disque. Ouh, par contre, ça lag. 100 degrés. 99. Et ça tient. Le disque, on va être sûrement aux alentours de 30 degrés. En fait, on a pu voir que le PC ne surchauffait pas. Il peut peut-être chauffer au début, mais après, il se rattrape. C'est pas mal quand même. Donc, le SSD, lui, il chauffait pas. Mais on peut voir que oui, on dépassait bien la fréquence de 2,30 GHz. Je crois qu'on va devoir passer un truc encore plus fort. Du montage vidéo. C'est parti pour le montage. Donc on va mettre OBS. Non, pas OBS. OpenShot. Donc c'est... OpenShot. Donc on va mettre OpenShot. Donc on va lancer. Et on va mettre un truc, on va mettre une vidéo. Nouveau projet. On va mettre nouveau projet. En fait, je sais pas comment on fait pour mettre une vidéo. Par contre, je sais pas comment on fait pour mettre un nouveau projet. Je crois que c'est... ouvrir un projet, voilà. On va être dans vidéo la cyber. Non, mais pourquoi il veut pas? Importer des fichiers, voilà, c'est bon, j'ai enfin trouvé. On va ouvrir. C'est une longue vidéo. Hein. On va glisser et on va voir si ça tient. Le PC va tenir le coup, c'est en 1440p pour être précis. Comment on fait pour redémarrer? Voilà. Ça tient. Hein. On est en 1440p, ça tient. Maintenant, on va exporter le projet pour voir ce que ça donne. On va faire ça... Ah non, mais en fait, on était pas... On était en... On va faire ça en Full HD à 60 fps. Donc, on va faire ça en Full HD vertical. On va exporter. On va voir, on fait ça à combien d'images? 18, 26, 29, 32. Et c'est plutôt rapide. On a 30 images. Annuler. Oui. Voilà, on a réussi. Donc on va fermer. Et comment on fait pour fermer en fait? Ah voilà. Donc le montage c'est bon. Maintenant on va voir il tient combien de temps sur batterie. Parce que c'est ça le plus important. On débranche le chargeur. Et on va attendre que Linux nous dise la capacité. En attendant, on va aller sur le site de société. On va voir les images. Pour l'instant, la batterie est chargée à fond, alimentée par la batterie, j'en suis sûr. Et il est vraiment portable ce PC, il est vraiment très léger, donc c'est vraiment très bien alimenté par la batterie. On va faire un peu de bureautique aussi. On va noter n'importe quoi. PS3, PS4,
Je note n'importe quoi. Et 5h33, donc c'est vraiment très, très bien. On dépasse certains PC vendus encore en ce moment. Donc c'est vraiment pas mal. 5h33 de batterie. Maintenant, on va passer au sujet qui fâche, les finances. Alors au niveau des... On va commencer par le PC en lui-même. Il coûtait 50 €. Le SSD a coûté 51 €. La RAM, 12,50 €. La batterie, 22,55 €. La bombe à air sec, 10 €. La Patternix, 5 €. Donc, et ça coûtait 138,55 €. Mais je me suis réservé un petit plaisir. Je me suis acheté la HP Ultra Slim Docking Station à 12 €. Donc c'est un truc qu'on met l'ordi dedans comme ça, chaque vloom. Il permet de faire comme un dock. Donc ça va coûter 12 €. Donc si on rajoute l'HP Ultra Slim Docking, on est à 150,55 €. Sans ça, 138,55 €. Le setup, il coûtait 308 €. Ce qui fait que si vous faites plus, vous arrivez à 468 €. Ce qui est vraiment pas mal. Parce que pour 468 €, vous avez un PC, un écran. Vous avez tout pour moins de 500 €. Alors que à 500 €, vous avez quoi? Un Chromebook dégueulasse. Et aussi, je peux aussi brancher le PC à mon écran en DisplayPort. Attendez. Et là, magique. J'ai 2 écrans. Un ici et un là. Avec mon joli fond d'écran là. Bon, j'espère que c'est de... Donc, la vidéo se termine. Hein. C'est pas que je vais la terminer, mais il faut quand même faire mettre fin. Donc, conclusion. Donc, je vais commencer par quoi? Donc, vous avez vu qu'on peut, avec un PC qu'on peut trouver limite dans les poubelles, on peut limite en faire un PC, une bête de course, pour moins de 400 €, pour moins de 500 €. C'est vraiment pas mal. Pour moins de 500 €, on a une bête de course. Peut-être qu'elle est pas très puissante, pas très rapide et qu'elle date un peu. Peut-être qu'elles sont un peu mauvais, mais ça va aller. Mais pour moins de 200 €, enfin pour moins de 500 €, on a un PC, un écran, bref, on a plein de choses. Pour moins de 500 €, il a les performances d'un... Limite, j'ai comparé les performances avec un PC qui se vend maintenant, on a les performances d'un PC équipé d'un Intel Core i3 1215U. Un processeur plutôt connu, donc vraiment pas mal. Donc très bien. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur le sujet, comme comment avoir un PC gaming pour moins de, un budget, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur le sujet, comme tuto comment aussi avoir un mini PC pas très cher, etc. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez quelque chose. N'hésitez pas non plus à me soutenir en vous abonnant à un account. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et c'était une prochaine cible à cible. Ciao. Oups, je me suis raté.